Bonsoir et bienvenue dans ce 12e numéro de la saison 2 de Space Hack. Le dauphin niçois est reparti bredouille et même la tête baissée de son déplacement à Océane grâce à une superbe prestation de nos ciels et marines. Est-ce la meilleure prestation de la saison pour l'instant? Nous évoquerons ce sujet tout à l'heure. Puis nos Hackmen se sont rendus à Reims hier pour le dernier match de l'année 2023. Et surtout, tenez-vous bien, 61 ans après la dernière confrontation dans l'élite entre ces deux formations. Nous débrieferons également cette rencontre avec vous. Mais avant de revenir sur ces matchs et plus globalement sur cette première moitié de championnat, nous vous proposons ce soir, à quelques jours de Noël, de clôturer cette belle année 2023 en famille, la famille Ciel et Marine, car en première partie, nous recevrons des passionnés du hack qui eux aussi partagent leur passion pour le doyen sur les réseaux, chacun à leur façon. Nous découvrirons tout juste cela avant de nous amuser avec le quiz concocté par CSC qui sera d'ailleurs un peu particulier ce soir. Il est parti consoler les Niçois dans un live Twitch dimanche soir dernier. Le seul qui avait le sourire autour de la table, et je sais qu'il l'a encore évidemment ce soir avec nous, Guillaume, mon adjoint de toujours. Salut Guillaume. Ouais, je fais un peu plus la gueule depuis hier soir, mais ouais. je t'aurais fait une petite séance de calinothérapie à distance. J'ai été super sympa. Par contre, moi, j'en aurais eu bien besoin hier soir. Et pendant que j'étais en compagnie des camarades niçois sur Twitch, lui, il faisait une interview pour des suiveurs rémois. Ce soir, il retrouve ses amis à Vrai et il est comme toujours aux commandes de l'émission. Salut Romain. Salut à tous. Il est le seul présent pour ce dernier Space de l'année puisque les autres ont décidé de sécher. Le premier de la classe est à nos côtés ce soir. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Alors ce soir, vous l'aurez compris, nous ne sommes que 3 dans l'équipe du Space, mais laissez-moi vous présenter nos 3 invités qui vont nous accompagner aujourd'hui. Afin de vous raconter l'histoire du hack, il a 2 sources d'informations, Marty McFly et Vivien, qui croyait en voyant le hack à la télé qu'il jouait en gris clair et gris foncé. L'historien non officiel des Marine nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christophe pour Hackfoot Archive. Merci de l'invitation, bonsoir à tous. Il nous fait rire avec ses nombreux montages sur le hack, mais il est aussi fin dans ses analyses vidéo et apparemment il a des super blagues en anglais également. Le plus ciel et marine des profs d'anglais est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Salut tout le monde. Ils font partie de la nouvelle génération de supporters du hack à avoir fleuri sur les réseaux sociaux la saison dernière, mais avec leur travail acharné, ils ont réussi à se faire une place et à transmettre l'actualité des ciels et marines aux supporters. Corentin pour Hackmen est avec nous ce soir. Bonsoir Corentin. Salut tout le monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors, messieurs, avant d'en savoir plus sur chacun d'entre vous, racontez-nous comment est née votre passion pour les ciels et marines. Qui commence? Honneur au plus ancien, allez, balancez-vous. Moi j'ai que 38 ans, je suis sûr que je suis plus frais que les deux autres. 38 aussi, donc... 38. Ok, Nasty, t'es né quand? En quel mois? Vas-y. Voilà, Christophe. Novembre. Ok, allez, t'es le plus vieux, Nasty, tu commences. Parle-nous de toi. Les poils blancs dans la barbe, ça commence à marquer mon âge. Justement, les enfants, quand j'étais enfant, mon père m'a emmené à Deschamps, évidemment. Alors, c'est ça, moi, j'ai jamais vécu au Havre, donc quand j'allais à Deschamps, c'était un peu côté aventure déjà. Et donc, ma mémoire, qui me fait pas encore trop défaut, les premiers matchs que j'ai vus, c'est au milieu des années 90 à Deschazos, en COP, j'allais souvent en COP avec mon père. Alors, on y allait qu'une ou 2 fois par saison, mais c'était toujours des grands moments parce qu'il y avait le côté aventure, il y avait, tu découvrais un truc que tu voyais pas au fin fond de la campagne normande. Et donc, j'ai commencé petit à petit comme ça, sachant que mon père n'était pas particulièrement un fan du hack, c'était un amateur de foot, mais sans plus. Et moi, ça a pris très très rapidement. Donc voilà, pendant des années, j'allais assez rarement au stade, mais l'amour grandissait quand même. Et puis maintenant que je peux moi-même me payer mes places, j'y vais un peu plus souvent. Ça marche, parfait tout ça. Et Christophe, à toi. Ouais, à peu près la même histoire. Sauf que moi, mon père était fan du hack. Il a longtemps été abonné, puis voilà, il a commencé à m'emmener au stade. Et pareil, un peu dans le COP, un peu en tribune Langlois, et puis... Voilà quoi, après, de là est né l'amour pour le hack, après, avec des hauts et des bas, voilà, selon les périodes de la vie, quoi, mais depuis une quinzaine d'années, à fond pour le hack, quoi. Ça marche. Et le plus jeune, a priori, Corentin? Ouais, je suis plus jeune que les deux autres, mais j'ai quand même connu des Chazos, donc j'ai quand même des souvenirs des Chazos, notamment la montée en 2009. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Ensuite, quelques matchs encore à Deschazos, j'ai des souvenirs. Puis après, beaucoup plus régulièrement à Océane, notamment la montée ratée contre Bourg-Péronin, etc. Après, les études sont passées par là.
Et maintenant, je suis collègue avec Nasty, je suis prof aussi, mais exilé en Picardie, donc on fait des allers-retours, quoi. Mais on suit le hack régulièrement, abonné, on va presque à tous les matchs, et aussi des déplacements. Donc, un grand amoureux du hack. Eh ben nickel. Et, on va à tour de rôle vous poser des questions. On va démarrer Romain avec Christophe pour Hackfoot Archive, si tu veux bien. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, Christophe, la première question qu'on avait pour toi, c'est à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais fouiller dans les archives et raconter l'histoire du club? Moi, ça remonte à 2010 à peu près, au décès de mon père, où je suis retombé sur des archives familiales, voilà, des bouquins sur le football français, le livre sur le centenaire du hack, tout ça, et en lisant ça, bah voilà, ça m'a donné envie de me plonger un peu plus dans l'histoire du hack, quoi, d'en connaître un peu plus que les choses basiques qu'on entend, voilà, le doyen, tout ça, mais vraiment partir, ouais, la grande et longue histoire du hack. Et puis voilà, bah après petit à petit, en me plongeant dedans, j'ai commencé à aller aux archives, à fréquenter les bibliothèques, tout ça, et voilà quoi. Justement, tu me spoil la question. Je voulais savoir comment tu faisais pour trouver une vieille coupure de presse. Bah après, j'ai pas mal d'archives à moi que j'ai dégotées en brocante ou un peu partout, voilà. Puis après, bah beaucoup aux archives et bibliothèques. J'y vais avec mon appareil photo et je feuillette les vieux journaux et voilà, je photographie tout ce qui passe sur le hack et après je partage tout ça sur les réseaux. Voilà. Et est-ce que tu as des liens, on voulait savoir si tu avais des liens avec le club pour avoir accès à certaines informations que tu pouvais pas trouver dans ces archives, etc. Non, pour l'instant, je suis plutôt indépendant vis-à-vis du club, quoi. Après, j'ai quelques contacts avec Olivia, voilà. Mais non, je fais mon petit truc de mon côté et voilà, quoi. Après, pour l'instant, ouais, les archives du club, faudrait que je vois un jour à y accéder, mais non, pour l'instant, voilà, je travaille de mon côté tranquillement. Et on sait que tu as déjà participé, en tout cas contribué à plusieurs livres. Plusieurs auteurs t'ont demandé de l'aide. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu l'idée d'écrire un livre historique sur le hack? Non, pas pour l'instant. Après, ça viendra peut-être avec le temps. Voilà, après, on va dire ceux qui écrivent des livres, bon, c'est quand même leur métier, comme Paul Leclerc qui est journaliste, ou alors pour le hack rugby, Bertrand Lecureur, c'est un historien, donc bon, voilà, je pense qu'ils ont la facilité quand même pour écrire un livre. Moi, après, voilà, je suis pas du tout dans ces métiers-là, donc, mais pourquoi pas un jour, voilà, on verra bien. Petit aparté, Nasty, est-ce que tu peux juste couper ton micro en bas à gauche, ça t'ennuie pas? Excuse-moi, Thomas. Et Christophe, une petite question, question qu'on va poser à tout le monde quasiment, et question facile, mais quel est ton pire souvenir et au contraire ton meilleur souvenir en tant que supporter du hack? Ouais, le pire souvenir, on va dire, ouais, Bourg-en-Bresse, je pense être, voilà quoi. Pour pas mal de monde, je crois que c'est un des pires moments, voilà. Enfin, le pire, mais en même temps, bon, c'était un moment sympa quand même, mais ouais, rater la montée d'un but, ouais, c'est vrai que voilà. On l'avait quand même en travers la gorge, mais et après le meilleur, ouais, il y en a eu pas mal quoi, mais bon, on va dire la dernière montée quand même, parce que assez fait appeler désiré celle-là. C'est la plus fraîche aussi. Ouais, voilà. Non, mais on l'a quand même attendu, 14 ans, voilà. Bon. Ouais, là, il est vraiment une libération quand même. Et c'était une sacrée saison aussi. Hein. C'était une montée, mais c'est vrai que la saison a quand même été extraordinaire. Ouais, voilà. Moi qui est fan d'historique, c'est vrai que 32 matchs sans défaite, on a quand même marqué l'histoire. T'es pas prêt d'en voir des comme ça. Hein. Et Romain, du coup, on va passer. Merci Christophe hein, pour toutes ces réponses. On va passer à Thomas. Thomas, tu vas pouvoir remettre ton micro du coup si tu veux. C'est bon, c'est oui. Thomas, tu fais des montages pour le hack. Alors moi, je les vois que depuis la saison dernière. C'est à peu près ça.
pour nous faire marrer la plupart du temps. Oui, c'est ça. Hein, tu as commencé vraiment la saison dernière, à peu près quand? En début de saison? Non, Milieu de saison? ouais. Parce que j'ai eu des circonstances qui ont fait que j'ai eu beaucoup plus de temps pour me repassionner et me remettre au foot, enfin suivre le foot, hein, parce que je cours toujours pas. Et du coup, ouais, je me suis naturellement retourné vers mon club et puis j'ai eu envie de faire ce que je faisais par ailleurs dans un autre projet avant. Et du coup, ouais, de faire des montages, de faire de la vidéo, d'essayer de faire des trucs un peu sympas, quoi. J'essaye d'alterner, de trouver des supports différents et des formats différents, quoi. Et justement, ces formats, ces vidéos que tu produis, combien de temps il te faut pour faire pour faire ces vidéos? Alors ça dépend peut-être de celles que tu sors, mais généralement tu Ouais, mets ça va combien de temps? dépendre du format. Par exemple, le débrief ou les avant-matchs, bon, vu que c'est fait chez moi, hein, je pense que tout le monde avait grillé que c'était mon canapé derrière. Ça, c'est pas très long à produire, parce que tu t'installes, tu mets ta webcam, t'en as pour allez, 10 minutes à installer ton matos, une demi-heure d'enregistrement et encore. Et après, le montage sur ces petites vidéos courtes là de 10-15 minutes, ça prend 1 heure, quoi. Donc en 1 heure et demie, 2 heures, quand t'es efficace, t'as fait ta vidéo. Le vlog, par contre, c'est beaucoup plus long à monter parce qu'il y a beaucoup plus de rush. Je peux avoir jusqu'à 1 heure de vidéo, mais tu sais, sur des toutes petites morceaux, parce que je filme des actions, je filme des trucs que je vois à gauche, à droite. Et donc faire sens de tout ça pour que ça fasse un film, on va dire, complet et intéressant, là, ouais, tu peux avoir... allez, en général, j'ai autour de 3 heures de montage pour les vlogs. Et je rebondis justement pour les vlogs. Enfin, quand t'es au stade, t'arrives, tu fais quoi? Tu filmes tout le match ou tu chopes des actions? Ouais, non, parce que j'essaie de profiter du match quand même. Donc, Ouais, voilà, c'est pour ça. en fait, Ouais, c'est d'où ma j'ai toujours question. la main dans la poche sur le téléphone, et puis dès que je sens qu'il peut se passer un truc intéressant, je le sors rapidement et j'essaie de faire une prise de vue pas trop mal rapidement. Après, mon objectif, c'est pas forcément d'avoir tous les buts ou toutes les grosses actions, si tu veux. Donc, tu vois, par exemple, le match contre le PSG, j'ai eu aucun des 2 buts, j'ai pas eu le carton rouge, alors que ça aurait pu faire des vues facilement. Mais c'est pas grave, parce que j'ai passé un bon moment, puis la vidéo, je trouvais pas mal. Mais voilà, c'est d'être un peu toujours sur le qui-vive, mais je veux pas non plus être qu'un vidéaste. Tu vois, je suis quand même un supporter à la base et j'ai envie de continuer à vibrer aussi avec le stade, de kiffer, même si, bon, en latéral, tu kiffes moins que dans le COP, ça c'est sûr. J'ai envie quand même de profiter de l'atmosphère, tu vois, de me faire plaisir aussi, parce que sinon ça devient un métier, entre guillemets, et tu prends moins de plaisir. Ouais, et puis on sait bien que derrière un écran, on vit pas du tout la même chose que quand on regarde réellement ce qui C'est se ça. passe devant soi. On t'a entendu tout à l'heure nous faire une petite blague en anglais avant qu'on lance réellement Ouais. le space. Donc voilà, hein, pas difficile de savoir que dans la vie tu es prof d'anglais. Et on avait une question: est-ce que tes élèves connaissent ta passion pour le hack? Je commence à en parler un petit peu cette année, donc j'avais une j'avais une étudiante qui était fan du PSG, donc je l'ai vannée 2-3 fois cette année. On a fait des bons échanges. Mais non, sinon c'est pas le truc tu vois, que je mets en avant non plus. Après, si ça permet de discuter, parce que moi j'aime bien parler, j'aime bien digresser en cours, donc si ça permet de discuter, je vois qu'il y en a qui accrochent, j'y vais. Sinon, je force pas. Tu vois. Entre guillemets, je suis pas payé pour ça non plus, donc voilà. Si après, voilà, sur les temps de pause, s'il y en a qui ont envie de discuter foot, ils savent que je suis open et qu'on peut en parler, quoi. Moi, j'avais une question, Thomas. Tu as une formation de vidéaste ou est-ce que tu t'es formé tout seul sur les montages, etc.? Purement autodidacte, hein. Tout ce que je fais, même les montages graphiques, on va dire, c'est tout fait en mode amateur, qu'avec des outils gratuits d'ailleurs, hein, donc c'est ouvert entre guillemets à tous. Après, il faut avoir le temps et la motivation de le faire, mais non, moi j'avais zéro formation. Alors après, jusqu'à justement quand je me suis remis à faire des trucs sur le hack, j'étais sur un autre projet, donc dans un collectif militant où justement là, j'ai commencé à manier un peu la com, tout ça. Et donc j'ai appris à faire des montages vidéo, à faire des coupures, à faire des plans, des choses comme ça. Et puis du coup, bon, moi, ce projet-là, il est un petit peu arrêté. Et quand j'ai eu plein de temps libre pour revivre ma passion avec le hack, je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage d'avoir, entre guillemets, ce savoir-là, même si ça reste au niveau amateur, et de pas le mettre au service de la communauté, quoi. Ouais, en tout cas, tu le fais bien, puis tu nous fais bien marrer avec tes montages, Ah bon. en tout cas, tes montages photos. En plus, je suis en mode en ce moment. C'est régulièrement qu'on partage, nous, avec le Space, enfin, dans notre groupe, tes montages et tout, et on se marre bien. Et dernière question, la même que Christophe, ton pire et ton meilleur souvenir. Alors, essaie de trouver original, des choses différentes si tu peux. Après, je t'en voudrais pas que tu nous dises ta montée. Non, alors, moi c'est une montée aussi, mais j'étais beaucoup plus jeune et du coup elle m'a plus marqué, c'était la montée de 2002. Moi en plus on avait fini, alors, on avait un peu triché cette année parce qu'on avait fini 4ème, mais c'était l'année où la Ligue 1 repassait de 18 à 20, donc on avait assuré la 4ème place à l'avant-dernière journée contre Laval, et ça avait été
Un match magnifique parce qu'on avait gagné 4-1 de mémoire. Tu avais eu un but de Caviglia. Je m'en souviens. Je crois qu'il avait marqué. Et tu avais vraiment, en plus, moi j'étais dans le COP avec mon père, il y avait vraiment une ambiance de feu dans le COP. Et ouais, non, du coup, c'était vraiment un beau match. Enfin, je veux dire, on a dominé le match. Parce que tu vois, Dijon, c'est la montée, c'est exceptionnel et tout, mais le match en soi, Dijon, il n'est pas ultra kiffant. Enfin, c'est pas le match de l'année. Là, c'était vraiment le match qui venait couronner la montée et le match était génial en plus. Et un pire souvenir, c'est pas un match en particulier, mais c'est notre dernier passage en Ligue 1 pour le coup. La saison 2009, moi je l'ai très mal vécu parce que dès le début ça partait mal et je crois que c'était passé novembre. Bon, il y a eu un match un peu charnière, moi à mon sens, hein, c'était match contre Nantes où on recevait Nantes et si on gagnait on pouvait recoller un petit peu au classement et si on perdait, on les laissait partir. Et dès novembre en fait globalement j'ai senti que ce serait pas la saison quoi. Et toute la saison, tout ce qui peut t'arriver de pire. Tu vois, autant l'an dernier, on a eu tout ce qui pouvait nous arriver de meilleur qui est arrivé. Enfin, parfois, les planètes qui s'alignaient au-delà de ce que tu fais sur le terrain, il y avait parfois de la chance dans les résultats autour. Là, c'était l'inverse. C'était tout ce qui pouvait nous arriver de pourri sur le terrain nous arrivait. Tu sentais que le groupe était en train de lâcher. Le coach, il n'y en avait aucun des deux, parce qu'on avait commencé nos bilans et on a fini avec Hans. Aucun des deux qui a réussi à reprendre la main sur le groupe. Et vraiment, la saison 2009, de notre dernier passage en Ligue 1 avant cette année, c'était vraiment une saison que j'ai mal vécue parce que c'était, je l'ai trouvé vraiment naze de A à Z quoi. Il y a quasiment pas eu de moment où on a redressé la barre. Alors, il y a eu quelques victoires quand même, hein, mais ouais, saison très 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 longue et très très difficile à vivre pour moi. Ouais, pour tout le monde. La dernière, elle était catastrophique. Et cette saison nous change un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, mais on en parlera tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup Thomas. On va passer au petit jeune qui est pas si jeune que ça du coup, Corentin. Donc en présentation, je disais que Corentin, que vous faisiez partie de la jeune génération. Tout d'abord, combien êtes-vous dans l'équipe et quel âge avez-vous, si c'est pas trop indiscret? Alors, on est plusieurs, on est à peu près 5-6 sur le groupe, sur le projet, en fait. Et ils sont tous plus jeunes que moi, donc je suis le plus vieux, en fait, dans ce groupe. En fait, c'est un projet qui a germé fin de saison dernière. Et c'était Dylan et Mathis qui l'ont créé. Et ensuite, on s'est rajouté plusieurs selon nos envies. En fait, certains voulaient parler plus de la formation, d'autres des féminines, d'autres de l'analyse tactique. Et on voulait aller un peu plus en profondeur sur des infos sur le hack, en fait. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, tu as dit quand en fin de saison dernière, mais comment l'idée vous est venue? Enfin, tu disais ça a démarré à 2, non? Vous étiez 2, ça? Oui, c'était Dylan et Mathis qui ont créé ça. Et ensuite, ils ont essayé de recruter du coup des gens passionnés qui voulaient vraiment travailler sur des articles, faire des articles, parce qu'on trouvait que dans la communauté, ça manquait un petit peu des analyses un peu plus profondes à l'écrit, parce que vous êtes plus sur les spaces, sur le débat oral, mais à l'écrit, ça manquait parfois un petit peu dans la communauté havraise. Et donc vous couvrez les équipes de jeunes, les féminines également, on voit passer. D'autres, qu'est-ce que vous couvrez d'autres sur le club et puis comment vous vous organisez? Alors ouais, ça nous tenait à cœur de couvrir les féminines. On trouvait que même au niveau officiel, la couverture des féminines est assez réduite. Quand on voit par exemple la couverture de la pré-saison des filles, ça a été assez catastrophique. Il y a des matchs où il y avait même pas l'information que le match avait lieu, en fait. Moi qui habite juste à côté d'Amiens, je savais qu'il y avait un match, mais le hack avait même pas publié sur ce match-là. Donc on a essayé de couvrir beaucoup plus les filles, de les mettre en avant parce qu'ils font aussi une saison très intéressante et même depuis l'année dernière aussi. La formation du coup, c'est selon ce qu'on va voir en fait, c'est selon nos disponibilités. Et pour l'équipe première, on est quand même sur une analyse plus profonde avec des articles assez réguliers à chaque match en fait. Petite question, moi, alors je suis pas beaucoup sur les réseaux quand même, mine de rien, mais vous avez un site internet, un blog? Alors le site internet, c'est un projet qui en finalisation en fait. Ça va être la semaine prochaine, début janvier, il sera prêt, donc il va être il va être publié en fait. Donc il est presque terminé, on peut le dire maintenant. Et donc il va être ouvert à tous début janvier en fait. Vous avez été en fin de saison dernière, pendant la course à la montée, vous avez été quand même nombreux à créer des nouvelles pages, des nouveaux comptes Twitter. C'est vrai qu'on en a vu, comme je disais au début,
poussé pas mal et vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu par rapport à tous les autres groupes. Mais est-ce que vous êtes fixé un ou plusieurs objectifs pour cette aventure Hackman? Ouais, bah c'est surtout des projets de diversification. On a eu le site internet rapidement parce que pour l'instant on n'est que sur Twitter et Insta et on voulait vraiment se diversifier. Donc on va faire un site internet. Il y a un projet peut-être de page Facebook. Donc on va essayer de se diversifier. C'est plus ça le projet et ça nous met quand même des défis. Donc comme on est plusieurs, ça va parce qu'on est tous soit étudiants, soit au travail. Donc faut quand même gérer avec les disponibilités de chacun, mais on essaye quand même de se mettre des défis pour avancer, pour faire avancer le projet. Et une question par rapport aux membres de l'équipe, vous êtes, toi tu as dit que tu étais donc expatrié, j'ai cru comprendre. Ouais. Et et le reste des personnes, il y a des Havrais, il y a des expatriés aussi. La grande majorité est Havrais. Je suis pas sûr de certains, mais Dylan et Mathis en tout cas sont au Havre. D'accord, ok, d'accord. Parce qu'on voit quand même que Nastic, t'as dit que t'es expatrié aussi. Et oui, mais j'ai pas envie de dire où parce que sinon je vais avoir une cible sur le front. Pas de souci, pas de souci. D'accord. Tu sais, on a l'ancêtre de l'équipe aussi qui est en année. Bon, c'est vrai. Non, mais dans l'équipe SpaceHack, vous le savez, si vous nous écoutez, on est tous expatriés aussi. Ouais. Et je vois qu'il y a Gilles aussi dans l'auditoire qui est expatrié. Clément, bon, qui est l'équipe SpaceHack qui est expatrié aussi. Mais on voit que les réseaux nous aident certainement aussi à combler peut-être un manque, le manque du stade, très certainement aussi. Et puis le fait de pouvoir parler de notre passion avec d'autres personnes, parce que je pense que les Havrais, ils en profitent d'en parler quand ils sont tout simplement au stade. Et puis peut-être même un peu plus tous les jours entre Havrais. Nous, on peut pas, évidemment, on peut pas forcément en parler au travail. Moi, j'ai que des supporters parisiens autour de moi, par exemple. Donc, je peux pas parler du Havre, mais voilà, non, mais c'est bien c'est bien que ce soit en présente aussi toutes ces personnes qui ont un rôle aussi à jouer sur les réseaux. Alors, Christophe, je crois que tu es plutôt de la région, il me semble. Oui, mais j'ai été expatrié 6 ans, donc j'ai connu ça aussi. Ouais, voilà. Non, mais on voit que les réseaux nous aident, je pense aussi à combler certainement un manque de stade ou un manque de hack, tout simplement. Guillaume, je te propose, merci déjà à tous pour vos réponses puis pour ces échanges. On va glisser vers la petite récréation de ce space, qui est le quiz qui a été préparé et concocté par CSC. Ce soir, ça va être un quiz un peu différent puisque vous êtes 3 invités et on a décidé de faire un quiz à 3. Donc vous êtes les 3 participants et nous serons les 3 poseurs de questions, Guillaume, Clément et moi-même. Voilà. C'est parti. Donc vous savez comment ça fonctionne. On part sur une séance de tir au but finalement. Chacun à la suite une question et on va compter les points au fur et à mesure. Et moi je vais m'occuper des questions pour toi, Christophe. Et c'est toi qui commence, qui va t'y coller. Première question. Vous savez aussi que ça part crescendo. On y va tranquille et on va vers le plus difficile. Quel est le nom du stade de Reims? Auguste Delaune. C'est bon, c'est marqué. Tu comptes les points, Romain? Ouais, je compte. Ouais. Eh ben moi, je vais m'occuper de toi, Thomas. Allez, vas-y, on va. Première question. Quel est l'entraîneur du Stade de Reims? Notre grand ami Will Steele. C'est ça, et pas Will Smith. Parfait. À toi, Clément. Donc c'est à moi de jouer alors. Alors, pour Hackman, du coup, qui est le... excuse-moi, c'est ça. Qui est le meilleur buteur du stade de... Non, tu t'es planté dans ta question Non, tu dois poser la question pour Hackman, ouais. Du stade de Reims, excuse-moi, j'ai pris la mauvaise ligne. Donc le meilleur buteur du stade de Reims, excuse-moi. Pas sûr, mais je dirais Darami. Non, pas de chance. Elle est plus dure que les autres, je trouve. J'avoue, elle est un peu... c'est pas cool. C'est pas cool. Un peu tendancieux, cette question. C'est vache. Il est pas là, mais c'est vache. C'est Julien du coup? T'as dit quoi? C'est Julien Ito? Non. Non plus. C'est celui qui a marqué, qui a été élu plus beau but du mois en mois d'août, je crois. Et son but a fait le tour des réseaux, je sais pas si ça se rappelle. Les mecs, ils ont des souvenirs. Non, mais. Non. Si, le but était magnifique. Ouais, c'était à Montpellier, non? Je sais plus. C'est pas contre elle? Je sais plus. Je sais plus. T'as dit quoi? Nakamura? Non. Non plus. C'était Thomas. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Ouais. C'est ça. Il est à 4 buts. Ouais.
Du coup, on l'accorde pas alors. Hein. Christophe, combien de buts a marqué Amir Richardson avec Reims en Ligue 1? Voilà. Ouais, bonne question. Ouais, je dirais 3. Eh ben c'est ça. Ouais. Ça fait un point de plus. 3 buts. Vraiment au pif. Ouais, le pif, ça fonctionne des fois. Bien tu joué, vois. bien joué. Thomas, are you I ready? am. Tout de suite, un indice pour nos téléspectateurs. Combien de passes décisives a réalisé Amir Richardson avec Reims en Ligue 1? Eh ben, tu vois, déjà, je n'étais même pas sûr qu'il ait mis 3 buts. Donc, les passes D, j'en sais rien du tout. Je dirais 2. Et non, c'était Ah, une passe D. Je reviendrai tout à l'heure pour une troisième Je question. t'attends. Ouais. Cette question pour Corentin, elle est facile. Qui est le dernier buteur à vrai à avoir réalisé un doublé en Ligue 1 avant Emmanuel Sabi? Nabil Alioui. Non, il y en a eu un autre après. Ah, T'as pas de chance, hein? dommage, ouais. C'est oui, Alors, Concentre-toi, Mohamed Dario. Corentin, Ouais, là! allez, on Mohamed l'accorde, Dario. on l'accorde. On l'accorde. Ouais. C'est à moi peut-être. Enfin, Christophe, combien de clean sheets a réalisé Arthur Desmas durant cette saison? Voilà. Cette première partie de saison d'ailleurs. 8? Non, je sais pas. Ah, t'étais pas loin, c'était 6 sur 17 matchs. Ah ouais. Ouais, et là, ça commence à se compliquer, là. Franchement, les questions. Ouais, ça fait 2 points pour Christophe. 1 point pour Nasty pour l'instant. N'effrayez pas mon poulain. Thomas, Vas-y, on va se refaire. Ouais, elle est pas Tout de facile. suite. Un indice pour nos téléspectateurs également. Quel gardien a réalisé le plus de clean sheets cette saison en Ligue 1? Ah. Bah, Desmas, c'est pas mal quand même. Donnarumma, je crois qu'il n'a pas fait tant que ça. Après. Non, ça doit Il est être, nul. alors, Il met des pieds dans la gueule dedans. je pense Ouais, que il est le gardien nul. de Nice, du coup, j'imagine Martin Boulka, non? Oh. Bravo! Bravo. Je savais que je pouvais compter sur toi, champion. Par contre, on n'a pas le nombre et il a déconné, ça c'est combien de clean sheets du coup? On sait pas. Bah, Si, il a pris pas mal. C'est simple, il a pris des buts. Je crois qu'il a pris des buts pendant 4 Ouais, matchs. plus, ouais. Que 12, il doit être à 12. Un truc comme ça. Ah ouais, 12, ouais, d'accord, ouais. Ok. Je pense, hein, à peu près. Enfin bref. on s'en C'est énorme, Alors. c'est énorme. Donc, du coup, pour toi, Corentin, combien. Non, c'est pas combien, c'est quel était le dernier score de Reims? Enfin, Reims-Hack. 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 En Ligue 2, du coup. Et du coup, En en Ligue 2. Ligue 2, ouais. Je t'avoue, ce match-là, il m'a pas marqué. Je dirais 2-1 pour Reims. Non, 1-0. Pour le hack. Pour le hack. Ah, oui, Ah ouais. On a gagné à Reims. Victoire du hack 1-0 en 2018. Tout Mais à fait. Vous vous rappelez ce match-là? Je me rappelle même pas. Absolument. Non, pas du tout. Je sais même plus. C'est là qu'il faut demander à Christophe. Hein, c'est lui les archives. Ouais, c'est vrai. Je vais voir ça. Attends, je vais te dire. Ça 2018. m'a pas marqué non plus. Non, moi non plus, je me rappelle même pas de ce match-là. Mais apparemment, c'est Harold Moukoudi qui marque. D'accord. Eh ben. Il y avait... Ah bah c'était sous ton chaud, avec le fameux 4-5-1, avec Fontaine en 10. Ouais, on s'est éclaté, quelle belle époque. Ouais, il y a des périodes qu'on peut pas faire oublier. Allez, on va enchaîner. Qui était le buteur à vrai lors du dernier? Bah non, ouais, mais là, alors là, comment on va faire, les gars, là? Comment on va faire? Bah oui, voilà, c'est ça. Ah là, j'avais pas vu que c'était la question d'après. On va putain. demander là. Attendez, j'ai la question. On sait que c'est Harold Moukoudi qui a marqué, Christophe. Mais du coup, qui était le passeur décisif? Mais t'as la réponse, au moins? Oui, j'ai la réponse. Comment il se rattrape, c'est parfait, Romain. On est rodé maintenant, hein. Il y a un Ferrat, je sais pas. Non. Ouais, c'est Ferrat, Oh là ouais. là. Vas-y, nous Ferrat. Ah, le meilleur passeur de Ligue 2, quand même. Pour le plaisir de Ouais. Guillaume. Mon poulain, mon Zinou. Mais mon poulain aujourd'hui, c'est Thomas. Thomas, 4e Ok. question. En 2016, il y a eu un 64e de finale en Coupe de la Ligue entre Reims et le Hack. Ah, ça, On par contre, je me avait- rappelle bien de ce match-là. On avait gagné 5-2. Quel buteur havrais avait mis un doublé? Ouh, bah, ce match-là, je m'en souviens pas. Ah si, moi je me rappelle. Si pas tu le de ce trouves, je match-là. te fais une statue à Océane. À 2016.
En plus, ouais. C'est clair qu'il faut trouver. Oui, ça avait Mais dû si, faire tourner en plus. c'était Ah là là. Comment, Thomas? Ah, Oui, ça avait dû faire tourner un peu. réfléchis. c'était au tout début de l'été, au tout début de la saison. Ouais. Oh là là. Non, là, je vais dire un truc au pif, mais sans conviction aucune. Allégorie, tiens. Non, il jouait peut-être pas déjà en 2016. Il jouait pas encore. Non, Si, il devait arriver, je pense. C'était Mana Oh Dembélé. la vache! Ah bah, ça doit être les deux seuls buts qu'il a mis avec nous, d'ailleurs. Oui, voilà, il a marqué en ciel et marine, ouais. Voilà. C'est ça, Ah, la vache. exactement. Oui. Ça fait 2 points pour ton poulain, 3 points pour le mien, et pour l'instant, 1 point pour celui de Clément. Allez, on va essayer sur cette quatrième question. Ça va être Alors, compliqué, là. Lors du... Non, mais c'est tout. Non, il dit d'ailleurs ce soir-là, la quatrième. Oui, voilà. D'ailleurs, ce soir-là, combien de buts CSC a inscrit? J'ai pas entendu le début de la question. Alors, lors du 5-2, parce qu'on dit le score, du 5-2 de Le Havre-Reims, combien CSC a marqué de buts? CSC, c'est combien de contre son camp, si tu veux. Ouais. Alors, c'est pas Je zéro. dirais 2. C'est ça. Wouh! 2 buts pour Le Havre contre son camp de Julien Janvier et d'Antoine Comte. Donc les 2 buts de Reims, c'était des CSC. Ouais, c'est ça. Il était fier de lui. Hein. Pour en parler dans la question, il était fier de lui. Ouais. Je sais pas pourquoi il La- a... La dernière question pour Christophe. Alors, on cherche un joueur. Quel milieu de terrain né en 1933, formé à l'US Normande, Signoac en 1952 et signe à Reims en 1954. Ah, Oui, il est c'est ça. Oh Oui, il là remporte- là! Alors je finis quand même où il remporta le championnat de France avant de signer à Monaco, où il gagne encore 2 titres de championnat de France. Voilà. Et après il y avait un indice, il a été sélectionneur de l'équipe de France, mais Christophe n'en a pas eu besoin. Ça fait 4 points, bien joué. Un 4 sur 5, c'est vraiment un très bon score. Ouais. Guillaume, Mon poulain pour égaliser, ça va être compliqué, mais je On crois a en qu'à dire toi. qu'il compte double. bah, il peut pas. Mais Il si, peut pas. compte double, celui-là. Ah merde! Il compte double. Non, il peut pas. J'ai pas vu les points. Merde. Bon, la deuxième place sera parfaite. Allez. Nous recherchons cette fois-ci un milieu défensif ayant joué à Reims en 2007-2008. Il a signé au HAC en 2015 où il a manqué de peu la montée avec les Ciel Marines lors du dernier match face à Bourg. Auteur du premier but de la partie à la 5e minute. De qui s'agit-il? Ce serait pas Thomas Ayas? Oui, mon Ouais, poulain! ils sont bons. Bien joué. Ça Allez. fait 3 points. On va voir Merci. si Corentin est aussi bon alors. Corentin peut égaliser par contre. Nous recherchons un attaquant formé au Stade de Reims en 1986. Il a joué au HAC entre 94 et 96, 78 matchs, 12 buts. Il termine sa carrière de joueur à Châteauroux où il devient entraîneur jusqu'en 2008, avant d'entraîner le HAC de 2009 à 2012. De qui s'agit-il? Tolo? Non, c'est un ancien entraîneur du Havre, entre 2009 et 2012. 2009 et 2012. Entre, Cédric Dory. ouais, bien vu. Voilà. Bah, bravo les gars. Bravo, c'est Christophe qui remporte le quiz. Bah, c'était pas facile. Hein. Ça fait 4, 3 et 3. Bien, bravo, bien joué. On a encore appris plein de choses avec les questions que nous avait préparées CSC. Toujours aussi, voilà, il fait toujours autant de bonnes recherches pour préparer ce quiz. On va basculer tranquillement vers la deuxième partie qui va, donc on va reparler des 2 derniers matchs des Ciel et Marines. Et puis après, on va ouvrir un petit peu plus globalement sur cette première moitié de saison, bien sûr. Guillaume, je te laisse prendre la main pour le match face à Nice. Ouais, bah oui, je vais prendre les Niçois. Moi, j'ai de bonnes relations avec eux, donc on peut en discuter, il n'y a pas de problème. On va faire une analyse courte, hein, pas comme d'habitude des 2 matchs. Ce qui sera plus intéressant, enfin plus long, ça sera le bilan. Petit point compo pour le match face à Nice. Donc on avait Arthur Desmas, Saruna Sankanté, Youté, Dioris Operi, Nego Targaline, Keshta, Casimir, Bayo et Sabi. La surprise de cette compo de début de match. Avant cette rencontre, un l'OGC Nice était 2e du classement, mais était aussi surtout une forteresse imprenable avec seulement 6 buts encaissés en 16 journées. On en a parlé tout à l'heure des clean sheets. Grosse prestation des Havrais, mais surtout de Emmanuel Sabi qui s'est révélé et libéré en inscrivant ses 2 premiers buts sous le maillot havrais. Thomas, qu'as-tu pensé de ce match globalement et puis de la prestation d'Emmanuel Sabi qui a été quand même
énorme sur cette rencontre. Bah moi, Sabi, je l'aimais beaucoup. Hein. Depuis le début de saison, j'attendais qu'il ait le déclic, donc là, j'étais très content. Le match, bah, tu vois, je pense que c'était pas forcément notre match le plus maîtrisé dans le sens où on a concédé quand même des occasions. Mais par contre, on a enfin eu cette efficacité offensive, on a enfin été tueur, et ça fait vraiment beaucoup de bien parce que tu te rends les matchs faciles. On s'est rendu tellement de matchs compliqués depuis le début que d'avoir un match facile où tu es serein dès la demi-heure de jeu, enfin la 35e pour le deuxième but, c'est tellement rare que voilà, ça faisait du bien de le savourer. Après, le deuxième but de Sabi, il est absolument magnifique. Le penalty pour moi il y est, enfin il y a eu un petit peu de doute à l'époque, mais enfin, en revoyant la vidéo, voilà, ça me paraît cohérent. Le premier, bon, c'est un peu de la chance, c'est un tir qui est mal repoussé et on marque. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a eu 3 occasions, on a mis 3 buts au fond, enfin on a eu quelques autres aussi, mais on a mis 3 buts au fond sur des occasions qui n'étaient pas forcément évidentes. C'est tellement ce qui nous manque le reste du temps que ouais, pour ce côté-là, c'était ultra kiffant quoi, de dire ça y est, enfin on marque quand on a une occasion quoi. Ouais, et l'association Bayo-Sabi a été excellente. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de notre duo d'attaquants pendant ce match face à Nice? Non, bah bien. Après, ouais, c'est vrai que Bayo, ouais, enfin, moi pour l'instant, Bayo, voilà, il y a quelques critiques, mais je trouve il fait le job quand même. Alors ouais, par moment, il rate quelques buts quand même, mais non, ouais, sur ce match-là, ils sont bien trouvés. C'est pas le premier but. Là, à l'origine, c'est Bayo, c'est sa frappe. Voilà, après, ça dit continue sa course et voilà, arrive et la met Il au lui fond. fait, il lui fait une sacrée passe quand même, Bayo, sur le deuxième but. Mais vraiment, ouais, voilà. Parce que le but est beau, comme le disait Thomas, mais c'est vrai que l'offrande de Bayo est quand même sublime. Après, sur le moment, j'ai cru que Tabi allait perdre le ballon, enfin, son contrôle, voilà, il s'écarte un peu, et non, après, ouais, il frappe, et ouais, magnifique. Ouais. Merci. Et Corentin, sur ce match, encore un joueur qui a été énorme, et on le répète à chaque space, mais c'est Yacine Keshta, il a fait encore un excellent match. Ouais, excellent match. Je pense que je suis pas le seul à penser que Keshta devrait être titulaire indiscutable dans cette équipe. Au milieu de terrain, il apporte énormément. Et quand il est avec la paire Targani-Keshta au milieu de terrain, on a vraiment beaucoup de jeux qui se produit vers l'avant. Et je pense que ces deux-là devraient être indéboulonnables au milieu de terrain. Après, tu peux peut-être pas tout le temps les mettre tous les deux. Ça dépend peut-être aussi de l'adversaire. Bon, après, on va parler de Reims, mais sur d'autres matchs, peut-être que tu peux pas te déséquilibrer comme ça. Qu'ils sont trop offensifs pour certains adversaires. Je sais pas. Clément, qu'est-ce que t'en penses? S'ils sont trop offensifs pour certains adversaires. Ouais, si tu peux tout le temps mettre Targaline, Keshta en fait. Ouais, dans un milieu à 3, ouais. Ouais. À 2, c'est plus compliqué parce que ça manque un peu de physique, mais à 3, ouais. Tu les mettrais avec qui du coup? Avec peut-être Touré. pas Touré, ouais. Ouais. D'accord. Sinon, on en parlera tout à l'heure. Sinon, ça manque. Après, si tu les mets avec Koudzaïev, c'est un peu le même profil. En fait, tu peux pas faire jouer Keshta et Koudzaïev en même temps, je pense. Parce que c'est un peu le même profil. Donc, ou à la limite avec Touré derrière, mais il faut faire des choix. Après, on en parlera si vous voulez sur la tactique après de Elsner. Pourtant, quand on voyait Koudzaïev, quand Keshta n'était pas titulaire et quand Luc Elsner le faisait rentrer en cours de jeu, on voyait Koudzaïev qui jouait différemment et limite mieux quand Yacine Keshta était là. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, Koudzaïev joue mieux dans un milieu à 3 que dans un milieu à 2. En fait, là où on l'a vu cette pièce, c'est quand il jouait avec Touré et c'est le poste de 8 en double 6 comme ça, enfin double 6, double 8 plutôt. Ça lui convient pas, il faut vraiment qu'il soit 8,5 dans le milieu à 3. Enfin, bon, en tout cas, c'est mon analyse de la chose, quoi. Pendant qu'on est sur Koudzaïev, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que depuis quelques semaines, il confirme pas. Alors on était sur une belle victoire à Nice, donc je veux pas venir ternir la soirée, mais c'est vrai que je trouve qu'il confirme pas peut-être tous les espoirs qu'on avait en lui quand on l'a vu, quand on a vu la classe du joueur. Hein, je me rappelle au mois d'août, au début de saison, au mois de septembre, mais je trouve que pour l'instant il a du mal à confirmer quand même. Ouais, juste pour Koudzaïev, je vais aussi amener un élément, c'est que c'est un joueur, ça fait 15 ans, enfin peut-être moins 10 ans, qu'il évolue en D1 russe. Ce qu'il faut savoir sur la D1 russe, c'est que c'est un championnat
qui a une très très longue trêve hivernale. C'est-à-dire que là, ils ont fini, je crois que c'est fin novembre, ils doivent reprendre début mars ou fin février. Et du coup, bah lui, il a été, il a joué comme ça toute sa carrière. Et donc c'est possible aussi que physiquement, du coup, quand t'es habitué à jouer comme ça, quand t'arrives dans un nouveau pays qui lui a pas forcément de trêve hivernale, niveau physique, tu pêches un petit peu, quoi. Donc moi, je me demande s'il y a pas un peu de ça quand même dans le fait qu'il ait baissé un peu en performance, parce qu'en Russie, on leur demande vraiment d'être prêt hyper tôt. Après, ils se reposent un petit peu. Les organismes sont au repos, et puis après, à partir de mars jusqu'à juin, ils vont au charbon, quoi. Donc peut-être que lui, niveau organisme, il est plus comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, complètement. Très intéressant. Ouais. Justement, Clément, je te laisse la parole. Dans l'équipe, Luc Elsner a été noté comme étant le meilleur entraîneur de la 16e journée parce que il a réussi à contrecarrer les plans de l'OGC Nice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette stratégie de Luc Elsner? Bah, moi, je trouve que c'était assez ambitieux déjà de démarrer sur un 4-4-2 contre une des meilleures défenses de Ligue 2, de Ligue 1. Tu vois, je suis resté en Ligue 2. De Ligue 1. Ça marque, hein. Ouais, non. Après, ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est dévié sur la tactique, c'est que Elsner s'adapte vraiment à l'adversaire. Et là, je trouve que du coup, tu vois, tu avais des joueurs qui en face qui étaient bien en place. Et il a mis, tu vois, des mecs comme Dante un peu en difficulté par la vitesse et la percussion, parce que quand t'as Casimir et Sabi qui vont relativement vite contre un Dante, bon, qui a 35, 36 ans, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de défendre, même par rapport à Bayo, même par rapport à Sabi, et tu vois, donc du coup, le deuxième but, c'est vraiment l'exemple type, c'est un long ballon derrière la défense, et Sabi qui prend la profondeur, et tout le match, ils ont essayé de prendre la profondeur, ce qui a plus ou moins bien marché. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça 2 points de Casimir et Bayo qui sont assez vifs contre une défense qui peut être plus physique que rapide, quoi. Mais voilà, en tout cas c'était sympa de voir enfin un 4-4-2 au Havre. C'est pas souvent qu'on voit du 4-4-2 et là c'est vrai que c'était assez sympa. Oui, il est possible que ça se reproduise du coup à l'avenir. Après, tout dépendra des équipes qu'on affrontera. Après, honnêtement, franchement, il a plus de technique préférentielle. Un coup, il passe en 4-2-3-1, un coup en 4-3-3, un coup en 5-2-3, 5-3-2. Je pense qu'il a fait au moins 8 ou 9 tactiques différentes depuis le début de la saison. On va en parler dans le bilan tout à l'heure après l'analyse de Reims. 40 ans, Dante. Merci Romain d'avoir partagé le message de Pep Elsner. Romain, on va glisser tranquillement sur l'analyse de Reims si tu veux. Yes, bah c'était pas la même histoire hier soir du côté du stade de l'Aune. On va d'abord revenir sur la compo de Luc Elsner, justement, je vous la donne, mais nous en débattrons seulement après, car je pense qu'il y a matière à débattre. Donc la compo, c'était Desmas bien sûr dans les buts, le retour de Salmier, Youté, Loris, Casimir, Opéry, Targaline, Touré, Ndiaye, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et la paire Sabi Bayo qui avait bien fonctionné, on vient de le dire, face à Nice et qui était reconduite sur ce match face à Reims. Alors du côté du match, on a eu un tout début de rencontre équilibré et plaisant, mais qui a basculé tout doucement du côté rémois plutôt, jusqu'à l'expulsion de Ndiaye à la 21e minute, suivi du but de Nakamura à la 25e. Vous nous direz ce que vous avez pensé du visage affiché par nos Havrais pendant cette première mi-temps. Deuxième période, beaucoup se sont étonnés de revoir les mêmes 10 joueurs entrer sur le terrain. Alors on pourra en discuter aussi parce que Luc Elsner a donné les explications dans son interview d'après-match. Et on note surtout une physionomie du match très différente après l'entrée de Keshta, comme on a dit. On disait tout à l'heure, on militait pour qu'il soit titulaire. Là, il ne l'était pas, mais ça a changé quand même quand il est rentré. Bien sûr, on va tenir un peu plus le ballon, on joue plus et même à 10 et on fait une toute meilleure fin de rencontre. Mais au final, seulement 4 tirs pour le Hack, dont le deuxième, je crois, qui intervient qu'à la 90e, ou enfin vraiment très tard dans le match. Et donc une défaite 1-0. Il y a de quoi, il y a de quoi rentrer frustré de ce match. Moi, je voulais vous proposer quelques pistes d'échange, mais on va d'abord faire un petit tour de table sur votre sentiment par rapport à ce match. Ahmed, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça te laisse comme goût amer? Ouais, déjà Reims, on savait que ça allait être compliqué, mais dès le début de match, on a bien vu que Reims était largement au-dessus techniquement. Ils ont mis des vagues à la défense havraise. En plus, on va revenir dessus, je pense, mais on a joué à 5, ce qui parfois n'empêche pas ces vagues, les accentue d'ailleurs.
Et après l'expulsion, ils ont marqué. Ça s'est peut-être un peu ralenti. Et après, c'est rentré dans un faux rythme. Mais je pense que Reims a géré sans montrer vraiment sa supériorité parce qu'ils auraient pu faire bien plus de mal, je pense. Et heureusement qu'Arthur Desmas en a sauvé plus d'une. Ouais, Nasty, c'est vrai qu'Arthur Desmas a encore sorti un très bon match. C'est vrai que le 1-0 est aussi en grande partie grâce à lui, mais aussi grâce à la tactique à long terme peut-être de Lucas Elsner. On va revenir dessus, mais qu'as-tu pensé globalement de cette rencontre? Bah ouais, comme disait Corentin, c'était un peu un naufrage collectif. Hein. On n'a pas été bon. Enfin, je veux dire, globalement, Reims a gagné tranquillement, sans forcer son talent. La victoire pépère, ils auraient pu en mettre un deuxième, un troisième. Voilà. Bon, après, Desmas derrière lui, il a fait le travail, il en sort encore quelques-unes. De toute façon, moi, cette année, il m'impressionne, Desmas. Je pensais pas le voir à ce niveau-là. Enfin, je le trouve vraiment exceptionnel. La défense, de manière générale, est bonne. Et effectivement, c'est aussi peut-être ce qui nous a permis de pas trop sombrer. Mais le point peut-être le plus nouveau et le plus dérangeant pour moi, c'est qu'effectivement, devant, on n'a pas été aussi feu follet qu'on peut l'être parfois. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'on est dans la réaction. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois à Montpellier, à Rennes, par exemple. Mais là, la réaction a été vachement tardive. Elle n'a pas été aussi efficace que d'habitude. Bon, après, t'es à 10 contre 11, mais c'était, malheureusement, on a l'habitude aussi. Et oui, comme tu disais, il faut attendre la 90e minute pour avoir une vraie occasion. On a peu d'occasions tranchantes à part celle d'Alioui, je crois, à la fin, mais qui finit dans les nuages. Donc, assez décevant parce qu'on n'a pas eu cette capacité à se transcender qu'on a d'habitude quand on est en difficulté. Enfin, en tout cas, ou alors très tardivement, quoi. Oui, on sent dès le début de la partie que on n'allait pas l'avoir cette capacité. Enfin, c'était très 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 étrange. Christophe, j'aurais qu'on revienne quand même sur la compo. Je sais pas si toi t'as écouté l'interview d'après-match de Lucas Elsner, mais il a quand même apporté une explication sur pourquoi autant de changements dans la compo. Mais est-ce que toi t'étais étonné, Christophe, au début du match de voir cette compo? Clairement, quand elle est sortie, très étonné. Ouais. Et à la vue de la compo, j'ai senti que ça allait être compliqué quand même le match. On va dire, voilà, enfin, après le match de Nice, je m'attendais pas à autant de changements. En plus, sachant qu'il y a la trêve derrière, voilà, enfin, clairement Yacine, tout ça, enfin, je sais pas, moi, je les aurais alignés, voilà. Puis là, ouais, bon, Ndiaye, voilà, bon, enfin, ouais, non, vu la compo, ouais, je me doutais que ça allait être compliqué, quoi. Alors je disais que Lucas Elsner avait donné une explication sur cette compo. Alors pas forcément sur le schéma tactique, mais sur les non alignés. Il dit aussi qu'il veut, en fait, il met en avant le fait que c'est un groupe complet et il voulait montrer aussi aux autres joueurs qu'ils pouvaient avoir du temps de jeu et avoir leur chance. Et c'est qu'il fallait qu'ils la saisissent. Bon, on va revenir sur Ndiaye qui a pas saisi grand chose à part la jambe du mec de Reims, mais du coup. Autant Lucas Elsner a été très très bon tactiquement face à Nice, autant contre Reims, il s'est peut-être trompé. Alors ok, il y a eu l'expulsion, mais Clément, est-ce que c'est une défaite qu'on peut attribuer à Elsner? Alors là, si tu as une heure devant toi, on peut en parler. Moi, j'aimerais pousser un coup de gueule, pas forcément contre Elsner, mais c'est plus contre les commentaires que j'ai vus avant le début du match sur la compo. La première chose, faut savoir que il y a plusieurs types d'entraîneurs. T'as des entraîneurs, on parlait de temps chaud, qui vont aligner le même 11 avec les mêmes joueurs pendant 38 matchs. Voilà. C'est super. Quand t'as Jean-Pascal Fontaine qui te fait 20 matchs ou pendant les 20 matchs, il met pas un pied devant l'autre, c'est que des passes en retrait, bah il continue à l'aligner. Voilà, c'est super. On a vu ça pendant 15 ans en Ligue 2. De l'autre, tu as des entraîneurs comme Elsner, comme ce que je faisais aussi Gessel à Strasbourg ou à Salzbourg, pardon, ou comme Rogers au Celtic. C'est des entraîneurs qui vont essayer de maintenir un petit peu leurs joueurs dans le groupe, c'est-à-dire et dans les maintenir impliqués vraiment dans la dynamique. Dans la dynamique, ouais, c'est ça. Et en fait, par rapport à ça, du coup, bah voilà, on a bien vu Sabi qui était hors du groupe à marquer contre Nice. Là, c'était autour d'Ndiaye qui était hors du groupe à Nice, qui est venu. Là. Il a marqué aussi là, ouais. Il a marqué la jambe aussi, ouais. Mais tu vois, c'est aussi une façon d'impliquer tout le monde.
Et de deux aussi, voilà, j'ai eu pas mal de commentaires en disant pourquoi Keshta est pas dans le 11. Keshta, il est sorti rincé contre Nice. Après, s'il se repète le tibia ou s'il se pète un muscle et 3-4 mois d'absence, derrière, on va tous gueuler contre Elsner en lui disant pourquoi tu l'as fait jouer. Moi, Keshta sur le banc, ça me surprend pas. Ce qui est, par contre, là où il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, faut pas non plus que ça soit Guardiola, quoi. Mettre Rassoul Ndiaye en numéro 10, pas forcément sûr que ça soit vraiment son poste. Après, je pense qu'il a fait ça parce qu'il avait vu peut-être une faille dans la défense, ou alors peut-être pour faire un pressing un peu plus constant sur les défenseurs centraux de Reims. Mais je suis pas convaincu que Rassoul Ndiaye en numéro 10, vu sa forme récente, ça soit vraiment hyper intéressant de le mettre là et surtout d'entrée, quoi. Donc voilà, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec la majorité des supporters havrais par rapport à la compo et aux critiques sur la compo, mais par contre, il y a des choix, surtout ce choix-là, que j'ai du mal à comprendre. Après, tu vois, tu aurais pu avoir une lecture différente. Derrière, Ndia, il vient marquer ou il vient être décisif. Tu dis, putain, c'est du génie, quoi. Voilà. Après, Il a été décisif, hein, mais pas dans le bon ouais, sens. après, bon, ça, on en reparlera, c'est autre chose. Mais le football, parfois, ça tient à rien. Et pareil, Sabi contre Nice, tu te dis pourquoi il l'aligne. Tu vois, tout le monde se dit, putain, le mec, il a pas fait grand chose, là, il va l'aligner titulaire d'entrée. Et il te met 2 buts, et tout le monde dit, ah, Sabi, c'est super, c'est un bon joueur, il a trop eu raison. Mais voilà, s'il avait fait un match de merde, il était sorti à la 55e, en lui en touché 3 ballons, bah, tout le monde aurait dit, ouais, Sabi, ça sert à rien. Tu vois, ce qu'il faut aussi un peu doser, quoi. C'est sûr que bon, Sabi, il a fait un bon match, mais derrière, moi, j'ai pas vu un bon match de Sabi à part le match contre Nice. NDA, j'ai vu aucun bon match de sa part, mais voilà, tu vois, il faut quand même aussi un petit peu doser par rapport à ça. Et je pense, on a la chance d'avoir un entraîneur qui a une nouvelle approche tactique, et je pense qu'il faut quand même un minimum respecter ça, même si on peut pas être tout le temps d'accord avec ses choix, quoi. Et Ndiaye, on n'a pas eu le temps de le voir faire des bons matchs. De toute façon, il s'est expulsé au bout de 15 minutes. Non, mais alors- alors va, justement, on va y revenir, je crois, mais c'est autre chose encore. Ça. alors justement, vas-y. on a eu un discours d'Elsner musclé hein, à l'encontre de ses joueurs et des 5 expulsions déjà concédées cette saison. Hein. Elsner était très très énervé après le match. Il a même annoncé qu'il y aura des sanctions sportives et financières. Le HAC, on l'a dit, est à 5 cartons rouges en 18 matchs, soit la pire équipe de Ligue 1. Thomas, ouais, on voulait revenir sur le cas Ndiaye et puis pourquoi pas sur le cas Grand Cyr aussi, hein, avec les cartons. Ouais, bah ça fait beaucoup de cartons, hein, ça fait beaucoup de cartons évitables surtout, quoi. C'est ça qui est gênant. Je crois que Elsner en parlait d'ailleurs en conférence de presse. Hein, c'est pas des faits de jeu, c'est vraiment c'est mal gérer ses émotions. Enfin, bon, tu vois, Grand Cyr qui se frite avec Todibo, c'est évitable, même si bon là pour le coup ils étaient à 2, donc on va dire que c'est normal que les deux prennent. Ndiaye, son premier carton rouge à Marseille, c'est un premier tacle, un premier carton jaune, il y retourne, alors que voilà, quand t'es milieu défensif, t'as déjà pris un jaune, bah tu fais un peu gaffe, quoi. Celui d'hier, bah tu vois l'image, j'ai rien à dire. Enfin, je veux dire, il peut lui broyer la cheville au pauvre et moi, donc. Mais pareil, enfin, je veux dire, c'est pas une intervention où t'as besoin d'y aller aussi violemment, quoi. Je veux dire, il est en retard, bah tu t'enlèves le pied, t'essayes de pas faire trop faute. Donc ça fait beaucoup de cartons jaunes, surtout ça en fait 4 sur 5, parce que bon, celui d'Ayou est un peu à part. Ça en fait 4 sur 5 sur des joueurs qui sont en train de perdre un peu le fil de leur saison, quoi, mine de rien. Alors bon, Ndiaye, il est encore jeune, et puis il apprend la L1, il découvre une nouvelle ville, donc voilà, il va sans doute se remettre petit à petit en place s'il est bien accompagné. Grand Cyr, pour le coup, moi j'espérais qu'il deviendra un taulier en L1, je suis un peu déçu, quoi. Il avait fait un très bon début à Montpellier, où il nous ramène le premier match nul. Mais depuis, ouais, il perd ses nerfs. Quand il rentre, il fait pas grand-chose. Il a perdu un peu sa place de titulaire. Et puis voilà, en plus, il se prend des cartons rouges du coup à l'appel. Ça fait beaucoup pour lui. Hein. Je sais pas si on va arriver à le revoir beaucoup en deuxième partie de saison parce que il est pas très décisif. Si en plus il gère pas ses nerfs, forcément que Elsner va réfléchir à 2 fois avant de le faire rentrer, quoi. Alors moi j'avais fait la remarque sur les réseaux, on m'a dit ouais, mais si Grand Cyr il se défend pas contre Todibo, il s'en prend une dans la gueule. Mais après je suis un peu partagé quand même. Bon c'est vrai qu'il lui arrive dessus très rapidement et puis qu'il doit peut-être et très certainement se défendre, mais comme tu dis c'est vrai, ouais, si quand il rentre il est pas décisif et qu'en plus il sait pas se tenir, ouais voilà, c'est un peu compliqué. Corentin, Ndiaye, tu penses qu'il s'est mis définitivement au placard ou on va le revoir?
Je sais pas trop parce que contrairement à Grand Cyr où on a du matos en attaque, au milieu de terrain, on a un peu moins de matos sur le banc. En fait, on a des doublures qui sont pas vraiment au niveau de la Ligue 1. Nolan Mbemba, Alaïs Confié, etc. On n'est pas vraiment prêt à les voir tout de suite jouer en Ligue 1. Donc je pense que Rassoul Ndiaye pourra re-rentrer. En revanche, Grand Cyr, j'ai beaucoup plus de doutes parce que là, on a des joueurs quand même qui ne jouent pas. Issa Soumaré, on le voit plus. Kandet Diawara, on l'a jamais vu. Donc là, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais le tacle d'hier, c'était... nous, on était à l'autre bout, dans le parquet, on était à l'autre bout, on s'est demandé ce qu'il faisait, quoi. Le rouge, pour nous, était clair. Et après, il était touché. Quand j'ai revu le match, on le voit à la télé, il est touché. J'espère que ça va le motiver pour faire plus à l'entraînement et revenir. Mais il faut vraiment qu'il change d'attitude parce que ces 2 cartons rouges, ça nous pénalise énormément. Ouais, Christophe, faut que Amos Yuga sorte du corps de Ndiaye, non? Moi, c'est plus de la maladresse un peu. Enfin, voilà, enfin, il y a rien d'agressif dans, voilà, dans ce qu'il fait, quoi. Mais ouais, de la maladresse. Après, bah, ouais, là, il l'a payé cash parce que ouais, clairement, il aurait pu lui arracher quand même la cheville, mais. D'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir, il y a la décision qui est tombée. Il a pris 3 matchs fermes, Rassoul Ndiaye, et un match avec sursis. Donc, de toute façon, on ne reverra pas tout de suite. Ah ouais, dur. Donc on le reverra même pas en Coupe de France, ce garçon. De toute façon, c'est le prochain match. Ouais, ouais. Non, ça Ouais. c'est le prochain match. Donc oui, c'était sûr qu'on le revoyait pas. Mais- Mais par contre, par rapport à des noms qu'a cité tout à l'heure Corentin, c'est peut-être des joueurs qu'on verra contre Caen à domicile après les fêtes là. C'est Rassoul Ndiaye, c'est un jeune qui a besoin de se montrer et de gagner sa place. Et ce qu'il a fait, pour moi, c'est une erreur de jeunesse. En tout cas, il veut se montrer, excès d'engagement, et puis voilà, il fait la faute, quoi. C'est la deuxième. Encore, tu vois, si après Marseille, il avait retenu la leçon, et là, il s'est grillé. Et je suis pas sûr qu'on le retrouve tout de suite. Alors justement, on va basculer sur sur nos sentiments sur cette première moitié de championnat. C'est vrai qu'on termine l'année sur cette défaite, mais et c'est vrai aussi que on a eu beaucoup de scénarios où finalement on s'est pas fait éclater. On a perdu des matchs, mais avec on peut avoir pour certains matchs beaucoup de regrets. Mais malgré tout, le HAC est 11e au classement avec 19 points. On est à 5 points du barragiste qui est Toulouse. On est voilà 11e. On est certainement à une place qu'on n'espérait pas être à cette époque-là de la saison. On n'est pas encore complètement dans la lutte qu'on devrait être au maintien. On est encore assez détaché de cette lutte-là et on espère tous qu'on va garder ce petit matelas. Parce que on a eu une stat aussi grâce à Météo Foot qui nous cite souvent d'ailleurs et on le remercie puisque le HAC réalise tout de même l'un des meilleurs débuts de saison pour un promu j'allais dire, mince, pardon puisque le HAC donc j'ai dit à 19 points est tout simplement le troisième meilleur promu sur les 16 premières journées de Ligue 1. Seul Brest en 2019-2020 avec 21 points et Lens en 2020-2021 avec 27 points ont fait mieux sur cette dernière saison. Donc voilà, on fait un très bon début de saison mathématiquement en tout cas. Est-ce que tu rejoins ce sentiment, Christophe? Oui, bah, quand même satisfait. Après, on peut avoir quelques regrets sur certains matchs. À Strasbourg, pareil, se prendre un but à la fin. Après, il y a le penalty contre Monaco aussi. Bon. Après, il y a d'autres matchs, voilà, comme Clermont, où on mène 2-0 et après, Clermont, on prend le bouillon. Voilà, ça aurait très bien pu finir à 2-2 aussi. Bon. Non, dans l'ensemble, voilà, ils font le taf. Après, Oula, on a loupé la fin de Christophe. Là, je sais pas si je suis le seul. non, on a loupé, ouais. apparemment, on joue les petits bras un petit peu. Sur certains matchs, on jouait le petit bras, c'est ça que tu dis? On a perdu Ouais, on te perd un peu, Christophe. Ouais. Peut-être que faut que tu bouges dans ta maison.
Enchaîne, vas-y, Guillaume. Thomas, ce début de saison, honnêtement, si on nous avait dit ça en début de saison qu'on serait 11e à la trêve hivernale, on aurait signé tout de suite parce que pour un promu et avec notre budget et nos moyens, c'est quand même énorme ce que réalise l'équipe. Ah, mais moi, mais même 15e à la trêve hivernale, je prenais. Hein. Tant qu'on est dans les 15 premiers, moi, je suis heureux. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu la Ligue 1, donc voilà, on sait qu'on va avoir une saison où on va devoir se battre pour pas descendre. 11e, c'est génial, honnêtement. Et puis surtout, au-delà de ça, bon, on va pas faire tous les matchs un par un, mais globalement, tu as une équipe qui a osé jouer, qui a même essayé d'imposer son jeu. Il n'y a pas tant de matchs que ça qu'on a foiré. Hein, je veux dire, à part Marseille, Lille, et un petit peu celui de Reims, je pense qu'on peut le mettre aussi avec. On n'a pas raté tant de matchs que ça, des matchs où on a vraiment été pas bon, ou en tout cas pas au niveau, il n'y en a pas eu tant que ça. Strasbourg, je pense que tu peux le rajouter à la liste, non? Ouais, Strasbourg, c'est plus qu'on manque d'efficacité, mais en deuxième mi-temps, ouais. La première mi-temps, on est d'accord, elle est pourrie. Mais deuxième mi-temps, on domine. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé les XG il y a pas longtemps, on a un meilleur XG que Strasbourg, on doit gagner ce match-là, ou au moins faire match nul. Mais voilà, non, c'est très plaisant, et puis surtout, bon, je l'avais déjà dit, moi, une fois dans une intervention, au-delà de ce que l'équipe monte sur le terrain, tu sens que derrière, au niveau de la communauté, d'ailleurs, l'émission de ce soir le représente bien, ça vit plus qu'avant, tu sens que dans les bureaux, ça travaille bien, qu'à l'entraînement, ça travaille bien, et ouais, t'as cette fierté retrouvée de Thiel et Marine, d'être supporter à vrai, parce que voilà, à tous les niveaux, tu sens qu'il y a des gens qui se motivent sur le projet, qui essayent de le faire avancer. Enfin voilà, c'est très plaisant et c'est bien que ça porte ses fruits sur le terrain, parce que sinon ce serait hyper frustrant. Non, moi je suis très très satisfait de la première partie de saison. Ouais. Et Corentin, justement, quand on regarde la physionomie de certains matchs, est-ce qu'on peut, allez, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que cette 11e place, est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus haut et il n'y a pas des regrets de pas pouvoir être encore un peu plus haut quand on voit certains matchs? Je pense à Monaco, on en parlait tout à l'heure avec Christophe. Je pense, voilà, à d'autres matchs comme ça où on aurait pu gagner contre Lens, Strasbourg, Paris, ou même, je mets même Paris puisqu'on s'est créé tellement d'occasions. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas mérité mieux que cette 11e place quand même? Bah, c'est clair que sur certains matchs on peut faire mieux, mais je pense que au-delà de l'aspect comptable, les joueurs montrent un état d'esprit depuis l'année dernière qui est incroyable. Enfin, faut se rappeler d'où on vient. On s'est quand même, enfin, pour être un peu familier, on s'est tapé quand même 3 ans de Paul Le Guen. Hein. Faut se rappeler de ça. Où les joueurs se battaient pas, certains n'aimaient même pas le club, ils s'en fichaient de venir jouer. Enfin, on a l'impression qu'ils s'en fichaient sur le terrain de perdre. Et là, on a une équipe qui se bat, qui va chercher les points. Enfin, on a quand même des matchs où on va chercher des points là où on s'attendait pas. Quand on va chercher 2-2 à Rennes alors qu'on est à 10, pareil contre Clermont, on mérite pas la victoire clairement sur le terrain. Et contre les gros, on s'est toujours battu. Certes, on a peut-être des regrets à avoir contre Monaco, Paris, etc. Mais au moins, on a, comme disait Thomas, la fierté d'être Thiel et Marine parce que cette équipe se bat sur le terrain. Après, c'est sûr qu'au classement, quand on voit Strasbourg qui est au-dessus de nous, alors qu'ils ont rien montré contre nous. Enfin, c'est une équipe qui me paraît l'une des plus faibles de Ligue 1 et qui est déjà à 23 points, donc presque qui a bien commencé sa saison pour le maintien en tout cas. Nous, c'est clair que être derrière eux, ça peut laisser des regrets, mais je pense qu'on peut être quand même très très fier de l'équipe et du chemin parcouru depuis 2 ans, quoi. Et Clément, justement, qu'est-ce qu'on doit changer en deuxième partie de saison pour faire encore mieux? Marquer des buts. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée Clément. C'est ça, c'est pas plus simple que ça. Pardon de t'avoir réveillé, Clément. Non, mais il n'y a pas grand-chose à changer à part ça. Hein. Marquer des buts et au niveau des transitions, peut-être mieux concrétiser certaines transitions rapides que l'on a. Être plus juste techniquement. Mais sinon, on n'est pas loin du très bon. C'est vrai qu'on n'a pas du tout à rougir du jeu proposé par cette équipe en Ligue 1, hein, avec un budget de 30 millions d'euros, faut le rappeler. Franchement, autant en début de saison, on se demandait si c'était l'apprentissage, etc. Mais moi, je trouve qu'ils ont pas peur. Hein. Moi, je trouve qu'ils rentrent dedans. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un très bon état d'esprit, c'est ça qui fait la différence aussi sur certains. Je pense que c'est vrai ce que vous disiez, on aurait pu prendre plus de points, mais on aurait aussi en perdre plus aussi, hein, parce que je sais pas si notre équipe contre Montpellier ou contre Rennes, je sais pas si beaucoup d'équipes auraient pris des points vu la tournure du match. Donc je pense qu'honnêtement, j'allais dire,
J'allais dire, je trouve qu'il rentre dedans à l'image du Ndiaye, mais on va le lâcher un peu. À l'image d'un Donnarumma, si tu veux. Ils ont une très bonne mentalité en tout cas. Il faut pas qu'ils lâchent cette mentalité. C'est vraiment ça qui fait la différence, je pense, entre certaines équipes. C'est vraiment l'intensité que les joueurs mettent, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils continuent jusqu'à la fin de la saison, même les saisons suivantes. Moi, j'ai une question, excuse-moi, Romain, peut-être pour toi, Clément. On parlait tout à l'heure des nombreux changements de dispositifs, changements d'effectifs. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de trouver des automatismes si on change comme ça tout le temps d'équipe et de système? Bah, je pense surtout quand ils passent à 5 derrière, ça doit leur faire un peu drôle. Et c'est pour ça qu'on a souvent, on l'a vu contre Reims, surtout du côté de Salmier, où entre Salmier et Casimir, ils avaient vraiment du mal à se roder et ça passait dans leur dos. Je pense que ça, au niveau défensif, ça demande beaucoup plus d'efforts quand tu es à 5 derrière, que ce soit quand tu remontes le bloc ou quand tu dois marquer des joueurs, surtout entre ton latéral et ton défense centrale. Et je pense que voilà, là pour l'instant, il le gère plus ou moins bien. Après, même si le dispositif change, je pense que l'esprit tactique est là en fait. T'as différentes phases dans le match, des phases où ils vont vraiment aller au pressing, d'autres phases où ils vont laisser plus jouer. Et je pense que finalement, l'esprit que veut insuffler Elsner est là, qui joue en 4-4-2, en 5-3-2, en limite, on s'en fiche. Mais le but, c'est d'avoir ce sens tactique, en fait, ce sens que le projet qu'il veut mettre en place, qui reste là, match après match. Allez, on va se faire un petit top et flop de cette première partie de saison avant de glisser peut-être tranquillement vers la conclusion. Qui veut se lancer? Corentin, tu veux te lancer sur un top, un flop? De tout ce que tu veux, hein. C'est pas forcément des joueurs, ça peut être l'entraîneur, ça peut être le staff, ça peut être l'ambiance, ce que tu veux. Top et flop. Alors, sans aucun doute, Arthur Desmas, parce que je l'adorais en Ligue 2, mais j'avais quelques doutes sur son apprentissage de la Ligue 1 après sa première saison à Clermont. Et en fait, il a balayé tous les doutes. Il est juste incroyable. C'est certainement notre gros point fort avec la défense centrale. Donc, Arthur Desmas, incroyable. Et flop, je suis d'accord avec toi sur Kouzief, mais on peut pas non plus le mettre dans les plus gros flops. Ce serait certaines recrues qu'on voit pas ou qui sont mal utilisées en fait ou certains joueurs qui sont pas utilisés, c'est pas forcément de leur faute, comme Walid El Hadjam, je comprends pas pourquoi il ne joue pas. Je suis d'accord. Ou Issa Soumaré qui ne joue plus du tout. Et Rassoul Ndiaye qui est aussi un flop, mais lui pour le coup c'est de sa faute. Mais moi je parlais plus des joueurs qu'on ne voit plus et sans raison particulière. Christophe, si tu devais donner un top et un flop sur cette première moitié de saison? Dans les tops, je rajouterais Gauthier Lloris aussi, quand même, parce que ouais, Christophe, on t'a perdu encore. C'était mon top aussi, Gauthier Lloris. Malheureusement, on n'entend plus Christophe, mais l'année dernière, il a été énorme, Gauthier, en défense centrale, et cette saison, il est encore exceptionnel. Je comprends pas que ce joueur, bon, les blessures et tout aidant, mais c'est un monstre. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Beaucoup d'observateurs du football le disent. Hein. Beaucoup d'observateurs le disent et ils l'attendaient pas à ce niveau-là et n'attendaient pas ce joueur à ce niveau, c'est vrai. Hier, il a suppléé Opéry, il a remplacé Opéry sur le couloir gauche pendant quelques minutes, mais même couloir gauche, je l'ai trouvé énorme. Je sais pas. Désolé Christophe, dès que tu commences, on t'entend plus. Après, tu peux réessayer. T'avais peut-être ton flop. Vous m'entendez? Ouais, ça revient. Vas-y. Les flops, ouais, justement, Opéry, je trouve qu'il a vraiment du mal cette année à s'adapter à la Ligue 1. C'est vrai. Thomas, un top, un flop? En top, moi j'aurais mis Gauthier Lloris aussi, j'avoue. Moi il m'impressionne, la vision du jeu qu'il a, le placement, je suis toujours... chaque fois que je vois une action chaude dans notre camp, tu dis, de toute façon c'est pas la peine, il y a Gauthier Lloris qui va mettre un pied ou la tête quelque part. Il est, effectivement, je le trouve monstrueux, quoi, parce que, pardon, de l'extérieur il a pas l'air si impressionnant que ça, mais il est toujours là où il faut, c'est un truc de malade. Donc ça, ce serait mon vrai top, mais il a déjà été utilisé. Alors moi, je vais faire un top un peu plus amical du coup. Moi, je suis très très impressionné par les supporters du Havre cette année. Les tifos qu'on a eu à domicile, celui contre le PSG qui était magnifique,
Contre Monaco, il y en avait eu un beau. À l'extérieur, les chiffres qu'on fait, on a fait 1300 à Rennes, on a fait 1100 à Reims. Bon, perso, j'y suis pour rien parce que je me suis pas encore déplacé cette année. Mais même là, tu vois, en semaine, un mercredi soir, à Reims, qui est pas très loin, mais qui est pas la porte à côté, tu fais 350. Franchement, gros respect aux supporters dans leur ensemble, à la communauté Ciel et Marine. On a un taux de remplissage du stade qui est un des meilleurs. C'est assez ouf. Qui est un des meilleurs. Parce que tu disais, voilà, peut-être que les gens vont venir pour les gros matchs, puis le reste du temps, ça va être calme. Et en fait, non, c'est tout le temps bien rempli, quoi. Alors, pas tout le temps guichet fermé, mais tu as une belle barre, effectivement. Ouais. Et pas tant de footix que ça contre le PSG sur les buts du PSG. Tu voyais pas de gens se lever et tout. Franchement, je suis d'accord. Le travail de la Fédé, des supporters et tous les groupes de supporters est extraordinaire. Ouais. Franchement, c'est formidable ce qu'ils font. Et à Reims, à la télé, on les a entendus pas mal de fois dans le stade. Donc bravo à tous ceux qui font les déplacements, ceux qui organisent. Franchement, exceptionnel. Je te rejoins là-dessus. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant. Après, en flop, il y a quelques joueurs qui m'ont un peu déçu. C'est vrai que Opéry, flop, c'est un peu fort, mais je trouve qu'il a du mal. Hein. Je crois que c'est Christophe qui disait pareil. Mais après, offensivement, il est hyper intéressant. C'est juste que défensivement, il galère, effectivement. Rasoul Ndiaye, voilà. Moi, je pensais que ça pouvait être une révélation. C'est pas le cas. En tout cas, ce sera pas le cas cette saison. Ce sera peut-être la saison prochaine. Mais voilà, après, t'as pas de gros flop non plus. C'est peut-être des attentes qui n'ont pas été atteintes. Voilà, ouais, j'ai pas un joueur que j'ai envie de condamner, quoi. C'est vrai. Clément, laisse-moi deviner ton flop, mais je crois que je l'ai, c'est la défense à 5. Ouais, non, même pas. Après, je vais pas être très très original. Je pense que on va dire le top, c'est la ligne défensive dans son ensemble. Je vais inclure Desmas, évidemment, pour moi un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Youté, qui je pense la révélation de ce début de saison côté Havre, c'est Youté. Il est vraiment exceptionnel, ce joueur, même je trouve meilleur que sans compter. Lloris, évidemment, très très bon. J'ai quand même plus de réserves en défense sur Salmi, que je trouve un peu moins par rapport aux trois autres. Je trouve quand même moins présent. Je trouve qu'il fait quand même quelques oublis défensifs dans son dos souvent, qui peut quand même nous faire mal. Opéry, malheureusement pour lui, je pense qu'il a atteint son plafond de verre. C'est pas qu'il émine de mauvaise volonté, mais c'est que le niveau Ligue 1 est un peu trop pour lui. D'ailleurs, possible qu'on voit une arrivée en arrière gauche. Au milieu de terrain, donc à faire, je vais faire ligne par ligne. Au milieu de terrain, Abdoulaye Touré, j'ai vraiment trouvé super fort, même s'il est un petit peu moins en fin d'année. Keshta, il s'est mis au diapason, il n'y a pas eu de problème. Targaline, c'est un futur très très bon joueur. Il montre match après match qu'il a sa place dans le 11. Koudzeyev, qui a été très bon en début de saison. Et en attaque, Bayo, il est quand même hyper important pour la finition, même s'il participe un peu moins au jeu. Sabi, je demande encore à voir. Casimir, c'est un peu une surprise de le retrouver titulaire match après match. Moi, il me convainc pas forcément. Surtout techniquement, je trouve qu'il y a quand même un gap par rapport à ses coéquipiers. Alioui, qui nous sauve quand même quelques matchs. Je trouve que malheureusement, c'est pareil. Pour moi, il y a aussi un plafond de verre là où le niveau tactique est un petit peu trop haut pour lui. Pour moi, la Ligue 1, c'est peut-être un petit peu trop pour lui aussi. Et voilà, c'est mes deux flops. Ça serait Grand Cyr, même si je m'attendais pas à grand-chose de lui, parce que bon, c'est pareil, la Ligue 1, c'était un petit peu haut pour lui. Et puis Ndiaye, surtout quand t'as une fois, deux fois, trois fois ta chance comme ça, que tu la saisis pas, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à jouer à Montceau-les-Mines dans 3-4 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, faut qu'il se prenne par la main, qu'il bosse plus à l'entraînement, qu'il montre pourquoi il est là, qu'il arrête de faire le con et qu'il joue un peu au football, quoi. Alors moi, je vais vous donner mon top, mais il est un petit peu original parce qu'il n'est pas sur le terrain. Mon top, ça serait le président Roussier. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un président passionné. Et je trouve que dans les interventions qu'il a fait et dans la défense du club, il y va corps et âme. On croirait que le gars, il est né au Havre, que c'est un pur Havrais, qu'il est là depuis toujours. Et voilà, je trouve de voir un président comme ça, si j'étais joueur, si je m'intéressais un peu à ce qu'il fait en dehors ce qui se passe dans le club en dehors du terrain,
c'est vrai qu'on le sent tout aussi investi que les joueurs peuvent l'être quand ils jouent un match. Donc voilà, c'est un top un peu original, mais je voulais en parler ce soir. Et en flop, bon, je rejoins un peu tous. Grand Cyr, on l'a déjà dit, hein, c'est vrai qu'il est assez décevant. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un tout petit mini flop, c'est Koutzaïev, parce que pour moi, il confirme pas. Mais j'ai bien aimé l'explication de Clément tout à l'heure sur l'organisme qui est peut-être habitué finalement à jouer ou à être au repos à cette période-là de l'année. Guillaume, on a entendu ton top, mais tu avais peut-être un flop. Pas vraiment. Non, je peux pas être original. Moi, c'est Rassoul Ndiaye. J'ai pas envie, on va pas lui tirer dessus plus que ça. Donc, non, ça serait éventuellement Rassoul Ndiaye. Et après, le flop, peut-être l'arbitrage, qui sur certains matchs a été, surtout en début de saison. Je trouve que ça s'est plutôt équilibré sur les dernières rencontres. Et on avait un arbitrage qui était très très souvent en début de saison. Alors je suis supporter du HAC, mais en notre défaveur, par moment, il y avait des situations qui étaient criantes et voilà, c'était souvent à notre compte. Et surtout les premiers matchs à domicile contre Brest, contre Lorient aussi que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a des décisions arbitrales et tu te dis putain, mais il siffle que quand c'est un Lorientais qui est par terre. Et Le jeu à Rennes aussi. Le putain de jeu à Rennes, voilà, tu vois, début de saison, c'est vrai qu'on s'est fait enfler pas mal de fois. Donc ouais, allez, mon flop, ça serait éventuellement l'arbitrage. Ouais. Très bien, je crois qu'on a fait le tour, les gars. On va tranquillement glisser vers la conclusion. Alors, je vous l'ai dit en intro, c'est la dernière de SpaceHack cette année, et donc on vous avait envie en conclusion de faire un dernier tour de table et de nous remémorer notre meilleur souvenir ciel et marine de l'année 2023. Alors, les gars, ok, il y a la montée, bien évidemment. Je pense que c'est un souvenir commun à tous. C'est certainement notre meilleur souvenir ciel et marine de l'année 2023. Mais essayez de nous trouver un truc un petit peu plus original. Allez Thomas, lance-toi. Bah, comme je t'ai dit, alors autant j'ai surkiffé effectivement la montée et j'ai enfin envahi le terrain parce que je l'avais pas fait contre Laval en 2002, donc j'ai rattrapé un truc que j'attendais de faire. Ah, c'est peut-être ça ton meilleur souvenir d'être sur la pelouse de Océane. En fait, C'est toi qui as envahi le terrain avant la fin du match. J'ai attendu la coupe finale, moi, monsieur. Je suis respectable. Non. Alors moi, c'est tout con, mais c'est le but contre Rodez, donc ça doit être 34e journée de mémoire, un truc comme ça. Parce que à ce moment-là, alors j'ai pas prévu qu'on prenne 2 défaites derrière, mais à ce moment-là, c'est le moment où je me dis ça y est, c'est bon, on va monter. Parce que on maintient l'écart. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais l'écart qu'on met avec cette victoire-là par rapport au résultat, je me dis bon voilà, là on peut plus la paumer. Il nous manque, je crois qu'il nous manquait plus qu'une victoire, quoi. Donc on a eu du mal à aller chercher du coup. Mais le but contre Rodez qui était libérateur, je sais pas si vous vous souvenez du match, mais on avait ultra dominé, on n'arrivait pas à marquer déjà. Ouais, voilà. But contre son camp dans les dernières minutes de la tête. Ah oui, d'un Bordelais d'ailleurs. C'était qui C'était Valerio, je crois. Oui, c'est ça. Ah, Valerio, oui, juste, c'est ça. Et ce moment-là, ouais, magnifique tête. Là, c'est bon, on va monter. Là, c'était vraiment... Ouais, c'était la fin de 15 ans d'attente. Alors, c'était pas encore fait mathématiquement, mais je me suis dit, là, ça peut plus nous échapper. Et c'est vraiment... Alors que le match était pas ouf non plus, c'est vraiment le moment où j'ai senti un gros soulagement par l'aboutissement de la saison quasiment, quoi. Christophe, si tu devais te remémorer ton meilleur souvenir ciel et marine de l'année 2023. On t'entend pas, Christophe. Allô ? Vas-y, Christophe. C'est difficile, ouais. Et la jam à Bordeaux. Et la jam à Bordeaux, ça y est. Ouais, la jam à Bordeaux, ouais, tu m'étonnes. Ouais, silence, s'il vous plaît. C'était énorme sur le. Ouais, en fin de rencontre, pour la célébration avec le public. Silence, s'il vous plaît. C'était énorme. Monstrueux. Et le but aussi. Je pense. Il parle peut-être aussi du but. Peut-être du but. Ouais, c'était un magnifique but. Magnifique. Ouais, sublime. Et toi, Corentin? Moi, j'ai 2 gros souvenirs. D'abord, le déplacement à Caen, où pour moi, c'était le tournant de la saison au niveau d'assurer la montée, en fait. Et une ambiance absolument exceptionnelle. Pour être un habitué des déplacements, je pense que j'ai jamais vu une ambiance pareille dans un parkage. C'était incroyable. Et le but de Dargaline qui nous a en plus assuré cette victoire, et on a pu souffler, ce qui a pas été souvent le cas l'année dernière. Magnifique but aussi de Targaline ce jour-là, magnifique. Oh là, oui. Très très beau. Et c'est l'une des seules fois où on a une victoire assurée en Ligue 2, parce qu'on a souvent gagné de 1 but et on n'était pas sûr de la victoire. Là, on a pu vraiment profiter avec une ambiance incroyable. Et il y a aussi le but. Là, j'ai pas fait le déplacement, mais je pense qu'ils étaient très peu à l'avoir fait. C'est le but de Grand Cyr à Bastia. On l'a un peu taclé
aujourd'hui, mais on peut le remercier pour ce but parce que je pense qu'il change C'est pas clair. mal. C'est clair. Clément, ton meilleur souvenir en ciel et marine cette année? Ouais, moi je vais dire comme lui le but de Grand Cyr à Bastia. Parce que comme je l'ai dit dans le space d'avant, je pense que si on perdait 1-0, je sais pas comment on aurait abordé le match contre Dijon, mais en tout cas je suis pas sûr qu'on en serait là aujourd'hui. Et là franchement quand il a égalisé, j'ai su qu'on était en Ligue 1. Voilà, je pense que c'est vraiment ce but-là qui nous amène en Ligue 1. Et c'est là tu décompresses, tu dis putain c'est bon. Ils vont le faire et c'est vraiment un bon souvenir ce match-là, ce but-là. Alors moi j'ai deux meilleurs souvenirs cette année. Bien évidemment le premier c'est d'avoir reçu Mathieu Bonnemer dans cette émission. Alors là ça reste un moment mémorable, Oh oui. d'avoir eu la chance d'échanger avec cette personne. Et le deuxième c'est d'avoir rencontré le groupe des Hackaway sur Paris, avec qui j'ai passé de très bons moments et avec qui j'ai passé la fin de saison à vibrer sur la fin de saison avant l'apothéose face à Dijon où j'étais au stade avec vous. Et donc voilà, j'ai vraiment rencontré des gens super sympas. Et d'ailleurs, on est reparti ensemble à Rennes cette année. Et vraiment, on a passé de très bons moments. Guillaume, je te laisse nous remémorer tes meilleurs souvenirs ou ton meilleur souvenir en ciel et marine cette année, puis tu pourras conclure tranquillement. Ouais, ça marche. Bah, mon meilleur souvenir, je vais être original, je vais pas parler Ligue 2, on est en Ligue 1. Mon meilleur souvenir, moi, c'est mon tout premier déplacement, si évidemment je fais exception de celui à Laval, puisque étant régional de l'étape, j'y étais l'année dernière, au tout début d'ailleurs de l'aventure énorme qu'on a vécue. Non, mon déplacement à Rennes avec vous tous, avec Céline, avec toi Romain, avec Clément, parce qu'avec le scénario du match, on était persuadé qu'on allait prendre une branlée et Grand Cyr se fait expulser. Enfin voilà, on revient à 2-2 avec un Nabil Alioui énorme. Une ambiance de folie. On a éteint le Roazhon Park, mais complètement. C'était exceptionnel cette marée ciel et marine dans le stade de Rennes. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose d'énorme qui a démarré. Je pense, en tout cas, bon déjà à Montpellier ils étaient nombreux et tout, mais c'est vrai qu'à Rennes il y a eu un truc qui s'est créé. Enfin j'en sais rien, mais c'était monstrueux. Et ouais, ça c'est mon souvenir. J'en ai des frissons et c'était vraiment énorme. Donc voilà, je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais c'était vraiment le kiff ce jour-là. C'est clair. Voilà. Eh ben on y va, on va conclure. Yes, ben ouais. Eh ben écoutez, voilà, on termine. Je sais pas combien on a fait de numéros de SpaceHack sur l'année 2023. Et de numéro je l'ai pas, non. Ouais, C'est le 12e de la saison, c'est le 12e de la saison, mais on doit être à peu près au double. En tout cas, Ouais. voilà, on a pris beaucoup de plaisir en cette année 2023 avec vous tous, avec tous nos invités, et notamment Mathieu Bodmer pour ne citer que lui. C'était vraiment une saison exceptionnelle avec le hack, avec vous tous. On revient très vite en 2024. D'ailleurs, la bonne partie de l'équipe sera présente au stade d'Océane contre Caen. Donc, il y aura peut-être moyen de se rencontrer si vous souhaitez et puis de partager un super moment contre les Canets. On va revenir très très vite pour les Space en 2024 avec des nouveaux invités évidemment. On va préparer tout ça et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en tout cas à écouter cette émission. On vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, ça arrive vite et avec des beaux cadeaux ciel et marine sous le sapin. Passez de très très bonnes fêtes, bonne soirée et à très très vite sur SpaceHack. Merci à tous, merci aux intervenants de ce soir. Ciao, merci à tous. Salut. Bonne soirée et bonne fête. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Joyeux Bye. Noël.